Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette quotidienne, la dernière de la saison. Et oui, déjà, aujourd'hui sur notre plateau, nous recevons Christophe Vachet. Bonjour, on est ravis de vous avoir. Vous êtes le directeur général adjoint du GOL. Après 10 années passées au sein de cet hôpital, vous allez quitter votre poste d'ici quelques jours. Est-ce que vous les comptez les jours ? Pas du tout. Pas du tout, d'accord. C'est les autres qui comptent pour vous, vous m'avez dit. Voilà. Ensuite, du côté du sport, on fera un bilan de saison avec le FC Prangin et notamment le président Gert de Villiers. Bonjour, en pleine forme. Bonjour. Vous êtes venu au pas de course ? Non, pas encore. Ah, c'est les vacances. Pas de course. Ah, c'est les vacances, d'accord. On en parle cette saison aussi. Et puis on terminera l'émission avec le phare, la 39e édition, qui a dévoilé notamment sa programmation. Rendez-vous du 9 au 19 août. On en parle avec vous, Anne-Christine Lisca. Bonjour, vous êtes la directrice du festival. Bonjour. Fait. La première partie du job est faite. Oui, en tout cas, oui. Le programme, il est là. Voilà, on se réjouit. Tout frais, tout chaud, on se réjouit de le découvrir en votre compagnie. À tout à l'heure. De ton côté, Alexandre, où es-tu aujourd'hui ? Je crois un endroit que notre invité, Christophe, connaît très bien d'ailleurs. Bah oui, effectivement, puisque tu parles du GOL en plateau, eh bien le GOL, justement, j'y suis à Nyon et je suis devant les urgences. Alors regarde, il y a marqué urgence adulte et pédiatrique. Et oui, puisque depuis la début mai, eh bien le GOL a scindé les urgences en deux pour différencier les patients adultes des patients enfants qui vont être pris en charge ici lorsqu'ils arrivent aux urgences. Alors, comment est-ce que ça se passe et surtout, pourquoi est-ce que le GOL a voulu faire cette distinction ? Combien d'enfants arrivent ici tous les jours au GOL ? Quels sont les soins qui leur sont administrés ? Et puis, quel est le temps d'attente aussi aux urgences ? Toutes ces questions, je vais les poser au docteur Pasquale, qui est le médecin-chef ici aux urgences pédiatriques. Merci Alexandre, à tout à l'heure. On se réjouit de te retrouver. Je le disais, Christophe Vachet, directeur général adjoint, prend sa retraite après 10 années passées au GOL. Retour sur votre engagement. Comment vous vous sentez à quelques jours du départ ? Écoutez, je suis très serein et je ne compte pas les jours, comme on l'a dit tout à l'heure. Et tout va bien, je suis un homme de projet, donc j'ai déjà prévu pas mal de projets pour l'après. Et je me réjouis. Alors on va parler de ces projets d'ici quelques instants, les projets à venir, mais aussi les passés. C'est vrai que c'est à vous que l'on doit notamment la construction de l'EMS Les Jardins du Léman, la rénovation de l'hôpital de Rolle et l'extension de l'hôpital de Nyon. De quelle réalisation vous êtes le plus fier ? Les trois. Non, je dirais que la plus intéressante était peut-être l'hôpital de Nyon, pas en termes de difficulté, mais en termes d'agrandissement, puisqu'on a doublé la superficie, on a remis un petit peu d'ordre dans les circulations et les flux. Et l'idée, c'était de s'adapter à la capacité, je dirais, de la région par rapport à nos développements de la médecine au niveau du GOL. Ouais, ce développement de la médecine, selon vous, comment est-ce qu'il a le plus évolué ? C'est quoi le plus gros du changement entre votre arrivée et votre départ aujourd'hui ? Alors pour le GOL, en fait, on a élargi un petit peu la palette, je dirais, des prestations médicales qu'on délivre, effectivement. Et puis, je dirais que le développement, c'est quand même surtout l'aspect technologique. Donc on a de plus en plus d'équipements de haute technologie au sein du GOL. Et puis on a un parcours au niveau de la prise en charge qui est aussi plus compliqué puisqu'on est plus grand et il faut s'adapter au quotidien. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on demande spécifiquement quand on arrive au GOL ? C'est quoi les besoins les plus urgents à traiter ? Alors bon, les besoins les plus urgents, comme vous l'avez cité, c'est les urgences en premier. Donc il faut savoir accueillir les urgences, puisqu'en fait, c'est par là que la plupart des patients rentrent à l'hôpital. Et puis après, il y a tout l'aspect aussi humain qu'il faut développer. Malheureusement, avec toute la technologie qu'on développe dans les hôpitaux, on a tendance à oublier ce côté humain, et ce côté accueil, ce côté d'enrôlement du patient, et de le faire participer aussi dans sa prise en charge et dans les soins. Ouais, est-ce que ce n'est pas aujourd'hui aussi une question qui est liée au fait que tout doit aller très vite, hein ? On sait que cette ancienne génération de médecins pouvait prendre le temps avec des consultations qui pouvaient durer jusqu'à presque 1 heure. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est au quart d'heure. Effectivement, est-ce que c'est un problème, je pense, plus de société que de médecine ? En fait, on veut la réponse à nos questions dans les 2 minutes ou 3 minutes et on ne supporte pas d'attendre une demi-heure, 20 minutes, 30 minutes pour avoir un diagnostic ou pour avoir, je dirais, la suite de la prise en charge. Oui, c'est un besoin aussi de former les nouvelles générations de médecins. Je sais que c'est quelque chose à laquelle vous attachez beaucoup d'importance, la formation. À quoi est-ce que vous êtes le plus sensible aujourd'hui quand vous avez du personnel et surtout jeunes qui arrivent ? Et il faut pouvoir former aussi ces jeunes sur la prise en charge, mais surtout sur leur savoir-être, puisque quand ça va vite, l'information va très vite aussi. Savoir comment parler aussi aux patients et comment intégrer toutes les informations, tous les diagnostics qui viennent de tous les différents plateaux techniques pour pouvoir faire une bonne synthèse.
Un métier qui fait parfois rêver, mais c'est surtout une réelle vocation, un investissement, un don de soi presque, mais aussi un métier qui aujourd'hui peut faire peur. On entend souvent dire dans la région qu'il y a un manque de personnel un peu dans le milieu médical, un peu partout d'ailleurs. Est-ce que vous le ressentez aussi? Alors je dois dire qu'à Nyon, on a la chance d'avoir un peu cette population autour du canton de Vaud qui nous permet en fait, de pallier en fait, à ça. Mais on voit que les gens ont plus de mal à venir vers les fonctions, je dirais, médicales et soignantes. Alors, est-ce que c'est, je dirais, une suite du Covid ou une perte de sens par rapport à l'activité? La problématique de la Suisse, c'est qu'on ne forme pas assez, effectivement, d'infirmières et de médecins aujourd'hui. Et on doit aller chercher à l'extérieur. Mais si on revient sur votre parcours, quels ont été les moments les plus marquants que vous ayez vécus? Au Gaulle. Ou pas seulement, puisqu'on l'a vu, vous faites partie finalement du milieu médical un petit peu de notre région. D'accord. Mais écoutez, ça fait 40 ans que je travaille dans le domaine hospitalier. Je suis de formation en ingénierie biomédicale. C'est une double culture à la fois médicale et technologique. J'ai eu la chance de travailler 25 ans aux hôpitaux universitaires de Genève pour travailler sur la haute technologie et puis sur les choses très spécifiques en fait. Et puis j'ai eu besoin, dans le déroulement de ma carrière, effectivement, de revenir sur le côté un peu plus humain. Quand vous êtes dans un hôpital de 15 000 personnes et que vous passez une structure à peu près de 1000 personnes, il y a un côté plus familial, je dirais, beaucoup plus d'échanges, beaucoup plus, je dirais, de connaissance du terrain. Et ça fait partie aussi du métier. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce milieu médical ou de ce côté humain dont vous parlez beaucoup? C'est le côté relationnel en fait, c'est de pouvoir échanger avec les gens, quel que soit le milieu, d'avoir la chance de pouvoir participer avec d'autres cadres de professions complètement différentes, qu'elles soient médicales, qu'elles soient logistiques, qu'elles soient techniques, qu'elles soient soignantes. Et c'est en fait une grande richesse. Il n'y a pas un jour à l'hôpital qui ressemble à un autre. Donc tous les matins, on s'attend à avoir des nouveaux problèmes, de nouveaux soucis, de nouvelles solutions à mettre en place. Et puis c'est le défi aussi aujourd'hui que ces différents corps de métier soient rassemblés sous le même toit, mais qui aujourd'hui doivent se répondre. Absolument. On parlait d'évolution de la médecine aujourd'hui, on va vers une médecine qui est de plus en plus technologique, de plus en plus spécialisée aussi. Et effectivement, quand on devient spécialisé, on en perd un petit peu les bases de son métier. Et il faut pouvoir communiquer, il faut pouvoir coordonner les choses et puis, je dirais, travailler dans le même sens pour le patient et pour sa prise en charge. Vous l'avez dit, vous êtes un homme de projet et vous avez déjà des idées pour la suite. Ça sera quoi? Qu'est-ce que vous avez envie de faire maintenant que vous aurez 100% de votre temps? Alors, je vais continuer à conseiller dans le domaine, effectivement, du domaine hospitalier. J'ai une formation également, en plus de la formation d'ingénieur, d'une formation en gestion hospitalière, donc je suis expert en gestion hospitalière. Et j'ai pris beaucoup de plaisir en fait à transmettre mes connaissances et surtout à partager mon expérience. Donc je vais donner encore des cours au niveau suisse, au niveau espace compétences et PH+, pour pouvoir créer des petits Christophe Vacher plus loin. C'est joli ça, créer des petits Christophe Vacher plus loin, mais c'est vrai que parfois, souvent lorsqu'on reçoit du personnel du GOL, on nous dit on a du mal à quitter totalement cet environnement, c'est votre cas. Pourquoi toujours ce besoin de garder ce rattachement? Je dirais que plus qu'un métier, le domaine hospitalier, c'est une façon de vivre aussi, je pense. Et la vie ne s'arrête pas. Donc on a envie de continuer, on a envie d'échanger, on a envie de comprendre ce qui se passe et puis d'aider les autres. Parce que je pense que quand on décide d'entrer dans un hôpital, qu'il soit public ou privé, ou dans le domaine de la santé, dans un cabinet, c'est qu'on a envie d'aider les autres. Avant de vous laisser partir, Christophe Vacher, on va retrouver justement Alexandre qui est au centre des urgences pédiatriques. C'est notamment un centre qui a aussi été réagencé. Oui. Quels étaient les besoins? On sait que c'était un besoin notamment de la population, en tout cas une envie que les choses soient faites autrement. C'était quoi le besoin auquel il fallait répondre? Alors, spécifiquement aux urgences, la problématique qu'on a, c'est qu'on a une progression du nombre d'entrées qui est phénoménale. Donc, on avait construit les urgences pour à peu près 25 000 entrées par année, excusez-moi, et on arrive à la fin de l'année à peu près à 34 000 entrées. Et puis, un tiers de ces entrées sont des enfants qu'il faut prendre en charge. Et là, l'évolution était terrible. Et il fallait mettre en place une structure avec ce qu'on appelle chez nous des filières adultes, filières pédiatriques, filières rapides, pour pouvoir améliorer la prise en charge et surtout diminuer les temps d'attente. Parce que les gens sont pressés. Voilà. Oui, c'est vrai. On retourne sur ce temps qui est aujourd'hui compté. Christophe Vacher, directeur général adjoint. On était ravis de vous avoir. Très bonne suite à vous et à très bientôt peut-être. Merci à vous également. Alexandre, donc on va donc vivre cette visite en ta compagnie. À toi. Oui, donc comme je le disais, urgence adulte et pédiatrique, c'est cette grande nouveauté ici aux urgences et je suis en compagnie de Madame Bertel. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes infirmière et responsable clinique ici aux urgences pédiatriques. Alors dites-moi, comment ça se passe quand on arrive aux urgences? Vous me faites déjà un petit peu le cheminement quand les parents arrivent ici avec leurs enfants. Comment ça se passe? Alors je vous laisse me suivre. Oui. Quand vous arrivez, vous avez une entrée spécifique pour les urgences pédiatriques et adultes. Et puis, l'enfant et ses parents qui arrivent vont déjà venir d'emblée se présenter au niveau du tri infirmier. Ils seront accueillis par une infirmière qui va effectuer un tri. Donc,
Donc là, on sonne et on sonne. Ici. D'accord. Et donc là, on voit effectivement urgence pédiatrique ici. Ah bah voilà, il y a une infirmière qui nous accueille. Bonjour madame. Ok. Et puis juste à côté, alors pour les adultes, voilà, c'est juste à côté. Les enfants, ça se passe ici. D'accord. Et ensuite, dans le cheminement. Ensuite, donc une fois que l'infirmière a reçu l'enfant, elle va faire une évaluation pour avoir le degré de gravité au niveau du tri. Et une fois cette première partie faite, il y a une entrée administrative qui va se faire. D'accord. L'enfant et ses parents vont se diriger du coup au niveau des admissions pour pouvoir faire des étiquettes et l'entrée administrative pour qu'on puisse ensuite tout documenter au niveau du dossier. Voilà. Et donc, une fois qu'on a déclaré le bobo qu'on avait, voilà. On vient ici donc dans cette salle d'attente et ensuite, alors il faut attendre combien de temps maintenant que ça justement qu'il y a cette scission entre les enfants et puis les adultes, ça a changé le temps d'attente? Alors le temps d'attente, la médiane elle est aux alentours des 30 minutes actuellement, et puis il va surtout dépendre de pourquoi l'enfant vient, c'est-à-dire qu'en fonction du degré de gravité et d'urgence, il va plus ou moins attendre pour qu'on puisse traiter les cas graves et prioritaires très rapidement. Et puis, s'il y a beaucoup de monde, plus de monde, qu'on puisse plus attendre. D'accord. Donc, mais la durée médiane est aux alentours des 30 minutes si on fait toute la... Aux alentours des 30 minutes. Vous savez combien d'enfants vous avez aux urgences pédiatriques par an, par mois, par jour? Alors, par an, aux alentours de presque 11 000 passages à l'année. D'accord. 11 000 passages. On a augmenté de 30% ces 2 dernières années. D'accord. Alors, on va suivre la visite, mais avant ça, j'aimerais savoir, en tant qu'infirmière, qu'est-ce que ça a changé pour vous, cette scission entre urgence adulte et urgence pédiatrique? Alors, au niveau des infirmières, ce qui est important, c'est qu'on a une équipe qui est formée, qui a vraiment une formation spécialisée pour l'enfant, la pédiatrie, des urgences pédiatriques. Et du coup, ça permet vraiment que l'enfant, et à l'arrivée, il soit pris en charge par des gens qui sont plus experts dans le domaine. D'accord. Donc voilà, l'enfant, c'est beaucoup de particularités. Donc on a vraiment pu axer là-dessus, en fait. D'accord. Bon, alors là, on va dire qu'on a attendu une 30aine de minutes pour se faire prendre en charge ici aux urgences pédiatriques du GOL. Ensuite, ça y est, alors on est emmené par une infirmière. Et alors du coup, je vous suis, on va passer par ici. Bonjour monsieur. Voilà, donc là, c'est l'infirmière qui vient chercher l'enfant et qui va l'installer dans un box de soins. Il y en a combien de box de soins pour les enfants? Alors, on a actuellement 5 box de soins et puis un box aussi pour la réanimation en plus. D'accord. Je vous remercie beaucoup pour cette visite, Madame Bertel. Alors, je vais prendre ce petit micro et je vais rentrer donc dans ce box qu'on voit du coup adapté aux enfants, effectivement, avec des autocollants partout sur les murs pour justement rendre l'endroit un peu plus agréable pour les enfants. Et je suis en votre compagnie, docteur Pasquale. Comment allez-vous? Très bien, bonjour. Oui, merci beaucoup d'être ici, de m'accueillir donc aux urgences pédiatriques du GOL. Alors, vous êtes médecin-chef ici aux urgences pédiatriques. Alors, ça fait depuis début mai qu'il y a eu cette scission. Qu'est-ce que ça change pour le médecin que vous êtes? Qu'est-ce que ça permet d'améliorer peut-être? Exactement. Moi, je suis un des 4 médecins responsables du service de pédiatrie. Et tout d'abord, je voulais remercier au conseil d'administration et à notre directeur général, M. Callot, qui ont permis vraiment que ce projet puisse se concrétiser, réaliser. C'est un projet qui est très important pour les enfants de notre région. Ce que ça signifie qu'on a maintenant dans les urgences du GOL une filiale pédiatrique, ce qui représente qu'un enfant qui arrive jusqu'à l'âge de 18 ans aux urgences du GOL peut être pris en charge depuis le début jusqu'à la fin par un spécialiste en pédiatrie. D'accord. Et alors, l'idée, elle est venue d'où? C'est-à-dire, il y avait un constat, en fait, qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas, ou bien qu'il y avait un certain nombre d'enfants à prendre en charge ici dans notre région. D'où est venue l'idée, en fait, de faire ces urgences pédiatriques? Bon, disons, je pense que, vu l'évolution sociétaire, on constate qu'il y a vraiment chaque fois plus de consultations. Oui. Le volume de consultations pédiatriques représente pour l'hôpital de Nyon un tiers de l'activité des urgences. Ah oui, un tiers de l'activité des urgences. On a plus de 11 000 passages d'enfants par année aux urgences pédiatriques. D'accord. Aussi, pour la pédiatrie, ce qui est très important, il y a 2 aspects qui sont très importants pour la prise en charge d'un enfant. C'est vraiment compter sur le personnel qui a cette sensibilité. On prend en charge les enfants, parce que ce n'est pas seulement l'enfant qu'on prend en charge, on prend aussi en charge toute une famille. Et aussi les parents, les angoisses des parents. Oui. C'est pas la même chose être malade qu'avoir un enfant malade. Oui. Et justement, les enfants malades qui viennent ici aux urgences, quels sont leurs bobos, si j'ose dire, et puis quels sont les soins ici que vous êtes capable de faire? Voilà. Comme ça, l'activité de la pédiatrie représente un tiers de l'activité totale des urgences.
Et nous, ici, on fait tout. On va dès ce qu'on appelle la bobologie jusqu'à des réanimations vraiment conséquentes. Ouais. La bobologie, ça veut dire j'ai un mal de ventre, je ne sais pas ce que j'ai, ou bien je me suis fait mal au jour. En principe, les choses qui ne sont pas urgentes, ils peuvent attendre que le médecin traitant de l'enfant puisse prendre en charge le lendemain, etc. Oui. Mais on est face à des situations, par exemple, des otites qui font mal, la fièvre qui augmente haute, des enfants qui sont petits, des parents qui veulent quand même avoir une réponse parce qu'ils sentent que son enfant peut être en danger. Oui. Ça, on fait face à ce type de consultation. On a aussi une activité très importante par rapport au trauma de l'enfant. C'est nous, les pédiatres, qu'on reçoit ça en première ligne. Oui. Et on travaille en étroite collaboration avec les CHUV et l'équipe de traumatologie, d'orthopédie universitaire, qui répond à nos appels en temps réel, 24 sur 24. Si la situation permet que soit réglée ici à Nyon, on fait ça, on fait le plâtre et on fait le suivi ici. S'il y a besoin d'une prise en charge chirurgicale ou un avis plus spécialisé pour la traumatologie, mais aussi pour d'autres malades, on travaille en étroite collaboration avec les 2 centres universitaires qui nous entourent. Et on va aller organiser un transfert dans de bonnes conditions une fois que l'enfant est stabilisé et peut être transféré dans un des centres universitaires parce qu'il y a besoin d'un plateau technique un peu plus conséquent. Ouais. Mais sinon, effectivement, on peut prendre donc en charge les enfants de manière distincte dans des box adaptées. Voilà, ici aux urgences pédiatriques. Monsieur Pasquale, je vous remercie beaucoup de m'avoir accordé cette interview. Et puis du coup, je vous souhaite bonne suite aux urgences pédiatriques du GOL. C'est moi qui vous remercie. Et remercie aussi l'émission de pouvoir visualiser le travail qu'on accomplit ici à l'hôpital. Avec plaisir. Voilà, Andrea, ce qu'on pouvait dire du coup sur les urgences pédiatriques, tu l'auras compris, qui amène une amélioration et pour les infirmières et pour les médecins et surtout pour les patients du coup, puisque les enfants peuvent être traités plus vite et surtout mieux. On l'aura compris. Merci pour cette visite, Alexandre. Très belle journée à toi. Et à présent, on ouvre notre page sport en votre compagnie. Garde défilé, je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. Vous êtes le président du FC Prangin, l'occasion de faire un petit bilan de saison. Bonjour, on est ravis de vous avoir. On va déjà revenir sur cette nouvelle politique. Le conseil communal a validé un crédit d'études de 94 000 francs pour l'aménagement d'un terrain de foot synthétique. J'imagine que ça, c'est des nouvelles qui vous réjouissent. C'est des très bonnes nouvelles et puis je tiens à remercier quand même la municipalité puis le conseil. Ça fait depuis un petit moment qu'on travaille très bien ensemble avec le club. Et puis c'est des bonnes nouvelles, on espère que le chemin va continuer comme ça. Ça change quoi pour vous, ce terrain de foot synthétique ? C'est le bonheur pour tous les membres du club. On est, je pense, le seul club de la région qui n'a pas un synthétique ou un projet qui est confirmé, comme à Gingin, il va aussi réaliser un. Et puis ça limite quand même pas mal de temps de jeu pendant l'année. Donc tous les membres sont très ravis du travail fait par la municipalité et le conseil. Ouais, c'est un gros projet, il va falloir trouver encore 2 millions. L'aide éventuelle de la municipalité, elle ne va pas suffire. Donc comment vous allez faire pour trouver cet argent ? Je pense, vu qu'on a bien fait le projet jusqu'à maintenant, on va tous ensemble aussi réussir pour le côté finance. Il me semble que l'argent est disponible. C'est une question de mettre une priorité pour le foot. On va très bien sûr trouver des solutions comme des subventions, genre 20-30% du budget. Et au club, on a quand même un bon réseau dans la région aussi. Et je suis sûr que le club, on va aussi pouvoir trouver des solutions, soit pour trouver des fonds ou éventuellement aider avec les intérêts à terme à payer. On sait qu'aujourd'hui, il y a un petit ou gros conflit, on ne sait pas, à vous de mettre le terme peut-être à la maison, entre le propriétaire des Abérus et cette municipalité. Je n'ai pas envie de vous mettre en mauvaise posture, mais est-ce que cette ambiance-là, elle vient aujourd'hui peut-être entacher l'ambiance qu'il y a autour du terrain ? Je pense pas. Je pense qu'on dit souvent au foot, un match de 90 minutes, à la fin, il y a les Allemands qui gagnent. À Prangin, c'est la BRL qui gagne parce qu'après tout le match, néanmoins, ce qui se passe, on fait la fête là tous ensemble. On revoit ces images derrière vous du club. On va parler évidemment sport. Si on fait un petit bilan, il y a donc cette première équipe masculine qui est descendue en 3e ligue, la 2B qui est quant à elle promue en 3e ligue. Et puis votre équipe féminine qui est elle aussi promue en 3e ligue. On peut dire qu'il y a du bon, du moins bon. Mais vous, quel bilan vous en tirez ? Un bilan très positif. Je pense qu'on a 4 équipes actives, 3 masculines et une féminine. 2 qui obtiennent une promotion, c'est que du positif. Les hommes qui ont une relégation maintenant, on savait dès le début que ça allait être une année très difficile. Certains nouveaux membres ont quitté le bateau pendant l'hiver. Et puis les vrais bleus sont restés jusqu'à la fin. Il y a quand même souvent des clubs qui doivent faire forfait ou retirer une équipe. Eux, ils sont restés tous ensemble. Une partie va maintenant former les seniors 30+, qui est bien aussi pour la vie du club d'avoir des seniors plus 30. Et puis l'autre partie va rester en première équipe.
Et je suis sûr que l'apprentissage qu'ils ont fait en deuxième ligue, ça va porter des fruits l'année prochaine. Ouais, ces départs, ils sont dus à quoi? C'est que finalement, on a trop de choix dans notre région, trop de clubs? Peut-être ça, et puis les gens veulent faire partie de quelque chose qui va bien, et puis quand c'est difficile, puis on n'est pas du club même, peut-être c'est difficile de rester. Vu qu'on n'a pas de buvette, comme vous avez dit avant, on a aussi, chez nous au club, tout le monde doit payer les cotisations, qui n'est pas toujours pareil en deuxième ligue. Certains sont même rémunérés pour jouer. Donc chez nous, c'est vraiment familial, et puis ça marche très bien avec les vrais bleus. Ouais, les vrais bleus, ça veut dire qu'il y a des faux bleus? Non. Ça veut dire que vraiment les gens qui sont au club, qui restent ensemble des moments difficiles, ils ont fait une année avec 6 points, c'est très dur. Mais comme j'ai dit, ils sont tous restés ensemble, donc c'est du bien. Ouais. On a parlé de cet esprit compétition, mais est-ce que c'est réellement important quand vous jouez dans des ligues amatrices, ou est-ce que c'est le côté familial et le plaisir de jouer qui prime? C'est surtout le plaisir, mais on veut quand même avoir une bonne qualité. Puis une fois qu'on est sur le train, il y a l'aspect de gagner. Donc ça, c'est clair. La dernière fois qu'on vous avait reçu, on parlait de l'engouement du football féminin à Prangin et de l'effort que le club avait réussi à faire pour créer justement un foot féminin. Quel bilan vous faites aujourd'hui? Est-ce que ça a continué à évoluer, cet engouement pour le foot féminin? Alors très positif, je suis très content que la première équipe féminine a obtenu une promotion. J'espère sur les 5 ans à venir, il y a d'autres promotions à venir. Très content qu'on a aussi fait pour une première fois un tournoi foot féminin. Ouais, le seul dans la région d'ailleurs. Le seul dans la région. Et puis on avait sur la journée quand même 250 personnes qui sont venues jouer. Entre Montreux et Lancy, il y avait même des associations des réfugiés qui sont venus. Donc c'était vraiment le foot pour tous. Très content aussi qu'il y a quand même de plus en plus des personnes qui sont diplômées en foot, qui ont une expérience dans le foot masculin, qui maintenant sont intéressés pour développer le foot féminin aussi. Donc là aussi, on a plusieurs personnes qui vont joindre le club l'année prochaine. Donc c'est encore très, très, très positif. On a parlé tout à l'heure de cet espoir du terrain synthétique. Quels sont les autres projets futurs pour l'avenir pour le club? Je pense que c'est le plus important. Après, j'apprécie aussi les efforts faits par la commune pour améliorer les vestiaires, parce que c'est quand même un peu coincé actuellement. On ne cherche pas à grandir comme club, on veut rester comme on est en termes de quantité, mais quand même offrir une bonne qualité pour bien s'amuser ensemble. Gerd Desvillers, président du FC Prangin, merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie. Très belle journée à vous et salutations à toutes vos équipes. Merci beaucoup. À la prochaine. On ouvre à présent notre page culture en votre compagnie. Anne-Christine Lisquet, je vous en prie, venez me rejoindre. Vous êtes la directrice du Phare qui a dévoilé il y a quelques jours sa nouvelle programmation de sa 39e édition. Rendez-vous du 9 au 19 août. Vous invitez notamment le public en effervescence. Je vous propose de découvrir cette programmation en images. Yo no tengo tiempo para ti, tu bla bla. Yo no tengo tiempo para todo eso, pero tengo tiempo para tu cuerpo divino. Yo no tengo tiempo para ti, tu mamá. Yo no tengo tiempo para ti, tu bla bla. Yo solo tengo tiempo para ser feliz. Si no le gusta, date la vuelta. Reinas que somos reinas, si no le gusta, date la vuelta. Reinas que somos reinas, si no le gusta, date la vuelta. Reinas que somos reinas. Anne-Christine, quelles étaient vos envies pour cette 39e édition? Donc voilà, le titre de l'édition, c'est Effervescence. Donc bien évidemment, Effervescence renvoie à l'idée de fête, puis on souhaite que ce festival soit festif. Puis la définition du terme renvoie aussi à des agitations fortes, mais temporaires, au niveau politique, social, émotionnel, intellectuel. Puis on s'est rendu compte que voilà, pas mal d'artistes invités traitent de ces questions de transformation, métamorphose, questionnement futur de notre vivre ensemble. Puis du coup, voilà, ça renvoie à ces deux questions. Et effervescence au pluriel, ça renvoie à la diversité des propositions. Il y a 28 projets de danse, théâtre. Il y a des concerts pour la première fois, une expo, des workshops. Voilà. C'est vrai qu'on a le choix en venant au Phare, c'est le Festival des Arts Vivants. Mais cette année, vous l'avez mentionné, il y a quelques nouveautés, notamment de ces soirées festives et des concerts en plein air. Pourquoi ce besoin de renouveau ? Moi, c'est la première année sous ma direction, enfin élaborée entièrement sous ma direction, avec une équipe en partie nouvelle. Puis, donc, du coup, on avait envie d'apporter quelques nouveautés, de peut-être ouvrir un peu plus le festival, donc créer encore davantage avec Nyon Région et la ville de Nyon.
Et donc, voilà, une des propositions est ces soirées festives avec des 4 concerts qui sont proposés gratuitement au public dans le lieu central du festival, à la rue des Marchandises. Mais est-ce que ça veut dire, Anne-Christine Lisquet, que finalement les arts vivants, ça ne fonctionne pas réellement ? Non, je dirais pas ça. Enfin, en tout cas, je trouve que ça fonctionne. On l'a vu l'année passée ou les années d'avant. Puis le phare, ça existe depuis 39 ans. Mais voilà, c'est chouette de aussi évoluer, tester des nouvelles choses. Puis ce côté musique, c'est aussi venu parce que effectivement, c'est le Festival des Arts Vivants, mais la musique n'était pas vivante jusque-là. Puis du coup, on trouvait aussi bien d'insérer ce côté vivant. J'avais l'impression, et ça c'est mon avis, vous allez me corriger si je dis faux, qu'il y avait un petit clin d'œil au Festival Les Créatives. Est-ce que c'est vrai ? Pas volontairement, je crois, mais après, voilà, il y a sûrement des thématiques qui intéressent les créatives, qui nous intéressent, ou enfin, voilà, qui sont effectivement écologiques, féministes, de transformation de société, comme on disait justement, puis de voir comment les artistes accompagnent ça, ou qu'est-ce qu'ils apportent là-dedans, comment ils accompagnent notre vivre ensemble, quoi. On va parcourir un petit peu cette programmation. Vous l'avez dit, 28 projets artistiques. Quels vont être les temps forts ? De quoi vous vous réjouissez ? L'ouverture va être, je pense, un moment important avec voilà, un spectacle, enfin la création de Frankenstein, d'une équipe italienne autour de Filippo Andreatta, mais qui renvoie au livre de Frankenstein qui a été écrit juste à côté, là, à Colonie, il y a 200 ans. Puis le texte a été écrit pendant l'année sans été, qui était due à une éruption d'un volcan en Indonésie, mais les gens à l'époque ne savaient pas, ça a été découvert plus tard, mais ça a fait des famines et des récoltes compliquées ici parce qu'il a fait très froid tout l'été. Et donc voilà, il y a une réinterprétation de ce texte par rapport aux crises climatiques actuelles. Une exposition aussi ? Il y a aussi une exposition, l'exposition Road Garden, qui a lieu tout le festival, enfin du 11 au 19 août, avec un programme plus fort, avec différentes rencontres du 11 au 13 août, autour du mycélium. Enfin, le mycélium, c'est la plante du champignon qui aide les arbres à communiquer entre elles, puis à apporter le magnésium, le phosphore, l'oxygène aux arbres. Puis là, c'est une interprétation plus large, puis de voir comment ce mycélium peut servir plus loin. Et il y a des sculptures dans l'exposition inspirées des colonnes romaines de Nyon. Les artistes, on sait que c'est une réelle carte de visite aussi de tout le monde. Ils viennent d'où pour cette édition ? J'ai l'impression qu'on a mis un peu plus l'angle sur les artistes suisses. Effectivement, il y a plus d'artistes suisses que l'année passée. Donc voilà, ça, on trouvait bien aussi d'accueillir les artistes d'ici. Puis après, voilà, il y a pareil des artistes, une ouverture nationale avec des créations du projet Extra Time Plus. Donc voilà, c'est une nouvelle collaboration avec le Zutpol à Lucerne. Puis il y a les créations de Catol Teixeira, Camilla Parini et Savino Caruso. Donc voilà, de toutes les régions linguistiques de Suisse. La compagnie Ultra, puis après il y a des artistes européennes, il y a notamment Jérôme Bell qui est connu à l'international mais qui vient de France, Castelli Alombo, il y a des artistes néonaises qui vivent à Prague, qui créent le spectacle Link, une balade circassienne à travers le centre-ville de Nyon. Donc finalement, des spectacles qui s'adressent aussi à tous les publics, tant les personnes plus âgées que les plus jeunes. Et ça aussi, c'était une volonté de votre part pour cette 39e édition. Évidemment, tout le programme est à voir sur le site internet. Rendez-vous du 9 au 19 août. Ça s'appelle Effervescence et c'est la 39e édition. Anne-Christine Lisquet, merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie. Très belle journée à vous. À très bientôt. Journée. Et pour terminer, on termine sur une des dates aussi à ne pas manquer, c'est notamment un été sur les Marronniers 2023 du 17 juin au 16 septembre. L'emblématique place de l'Esplanade des Marronniers accueille pour la 3e année le festival pluridisciplinaire Un été sous les Marronniers. Toute la programmation est là, elle est à découvrir. C'est notamment plus de 60 animations qui vous sont proposées par la ville de Nyon. Ce week-end, le concert Le Phare proposé par les Hivernales ou encore une matinée de contes avec Marie Ray. Voilà qui est dit, vous avez toutes les informations qui sont là, à vous de choisir. Encore de vous souhaiter un très bel été. Merci beaucoup notamment aux équipes techniques, à Rodion, à Rodolphe qui sont en régie en ce moment même, à la réalisation et au son. Merci à la direction, merci au rédacteur en chef et merci à Communion qui nous permettent de travailler dans de très belles conditions. Quant à moi, j'aurai le plaisir évidemment de vous retrouver durant le festival Le Paléo et puis d'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite un très bel été et puis on se retrouve bien sûr à partir de la mi-août.